Gilles Montalesco, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cardiologue interventionnel, professeur des universités et responsable des soins intensifs de l'Institut de cardiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous avez été aussi plusieurs fois distingué pour vos travaux et vous êtes aussi, on en reparlera tout à l'heure, conseil scientifique d'une société qui s'appelle Stentis. Est-ce qu'on peut chiffrer la mortalité cardiovasculaire en France ? Oui, on a des chiffres qui sont autour de 150 000 morts par an de causes cardiovasculaires. Donc c'est énorme, hein, si on met ça en perspective avec les décès sur la route, par exemple, dont on entend parler tous les matins. C'est pas du tout la même échelle. Et donc lourde mortalité par infarctus, accident vasculaire cérébral en particulier. Et cette mortalité, elle est différente en fonction de l'homme et entre la femme et l'homme ? Alors, premièrement, elle touche tout le monde, les riches, les pauvres, les sujets âgés, mais de plus en plus les sujets jeunes, et elle touche les hommes et les femmes, plus les hommes en ce qui concerne en particulier la maladie coronaire que les femmes, mais les femmes nous rattrapent après la ménopause et font les mêmes maladies que les hommes. On a aussi remarqué, c'est le moment de le dire, que globalement la prise en charge de la femme et de la femme âgée en particulier n'est pas très bonne et elle est plutôt moins bien soignée que les hommes. Donc il y a un gros effort à faire. Oui, ça commence à bouger quand même, non, dans ce domaine. On commence à en parler et à identifier les spécificités de cette prise en charge différente, mais il y a un vrai travail à faire pour comprendre et adapter les traitements à la femme parce qu'on fait pas assez bien. Peut-être parce que cette spécialité était surtout occupée par beaucoup d'hommes. C'est une spécialité plutôt masculine, non, de la cardiologie ? Oui, on peut voir les choses comme ça. Et je ne suis pas sûr que ce soit la raison principale, mais c'est vrai que c'est une spécialité à garde, c'est une spécialité d'urgence et que les hommes se sont plus investis que les femmes dans cette spécialité-là, à la différence d'autres spécialités où on trouve plus de femmes. Mais comme vous le savez, les études en médecine sont très féminisées au jour d'aujourd'hui, puisqu'on a 2/3 de filles pour 1/3 de garçons. Alors, la mortalité, c'est important, mais ce qui est aussi tout aussi important, c'est la morbidité. Expliquez-nous ce qu'est très rapidement la morbidité. Alors, morbidité, c'est en général les complications non fatales, non létales, donc qui peuvent laisser parfois de lourds handicaps. L'exemple typique, c'est l'accident vasculaire cérébral, qui ne fait pas mourir le patient, mais qui lui laisse un très lourd handicap qui va impacter sa vie et celle de ses proches au quotidien. D'accord, donc la morbidité, c'est en fait le handicap qui va vous gâcher votre vie. C'est la maladie chronique qui est aussi un handicap et certains vrais handicaps physiques qui peuvent survenir après un événement. Alors vous pratiquez la cardiologie interventionnelle, hein, beaucoup de progrès ces dernières années. Tout cardiologue peut-il pratiquer la cardiologie interventionnelle ? Alors ça consiste. Alors tout cardiologue en théorie peut se spécialiser pour la cardiologie interventionnelle, mais ça demande des années d'études en plus, un diplôme en plus, et surtout beaucoup d'expérience. C'est un travail manuel de type, on va dire, chirurgical. Donc les années d'expérience comptent énormément pour que la pratique soit optimale. Et qui reste donc très manipulateur dépendant ? Ça reste manipulateur dépendant, mais il y a bien évidemment des garde-fous et des règles de sécurité qui font que on doit avoir un maximum de sécurité pour ces actes. Et il y a, bon an mal an, 110, 120 000 angioplasties coronaires, sans parler des autres actes de cardiologie interventionnelle par an en France. Donc c'est une technique extrêmement répandue. Donc vous intervenez dans votre cas donc directement sur l'artère coronaire hein, qui est rétrécie voire obstruée, c'est bien ça. On parle d'angioplastie, donc l'angioplastie. Oui, c'est une belle histoire qui a commencé dans les années 60, où on a utilisé les axes vasculaires comme des autoroutes vers le cœur. Et on a pris ces autoroutes, ou ces petites routes parfois, pour accéder aux artères coronaires. Puis on est entré dans les artères coronaires, on y a mis des guides, des ballons, puis des stents, qui sont ces espèces de ressorts qu'on met dans les artères pour étayer... Alors, il y a eu deux phases, c'est ça, deux phases dans cette... Il y a eu la première phase qui est l'accès vasculaire lui-même, apprendre à connaître les routes. Il y a la deuxième phase qui est, je fais le diagnostic de la maladie en injectant dans les artères coronaires. Donc on s'est approché du cœur, on était dans l'aorte. Et puis il y a eu la troisième phase interventionnelle où on est rentré dans les artères, on est rentré dans le cœur et on a appliqué des traitements interventionnels, soit dans les artères du cœur, soit dans le cœur lui-même, puisqu'on peut aller boucher des trous dans le cœur, mettre des prothèses dans le cœur par voie endovasculaire. D'accord. Donc au départ c'était donc la dilatation. D'accord, la dilatation avec l'insufflation par un ballon. Et la deuxième partie, donc, ça a été donc l'avènement des
des prothèses, des stents. Voilà, c'est fin des années 80, mise en place de ces endoprothèses qu'on appelle stent, d'un mot anglo-saxon, qui est un petit ressort qui rentre bien évidemment plié pour pouvoir cheminer dans ces petites routes, et qui, une fois arrivé dans l'artère coronaire, monté sur un ballon ou dans une gaine, est expandu au site de rétrécissement de l'artère pour redonner un calibre normal à l'artère coronaire. Peut-être aussi empêcher la resténose, non, c'est ça? Alors voilà, qui a permis de réduire la récidive de la maladie au site en question, ce qu'on appelait la resténose, mais qui s'est compliqué par ailleurs de la thrombose de stent, qui était une complication rare mais grave, où le stent se bouchait brutalement et menaçait le patient de faire un infarctus. D'où les progrès donc dans la constitution, dans les matériaux des stents. Alors, on a fait des progrès sur le stent lui-même pour limiter cela, mais on a surtout fait des progrès dans la pharmacologie, et c'est les médicaments qui ont sauvé le stent. Moi, j'ai connu l'avènement des stents, et lorsqu'on mettait les premiers stents, on avait un patient sur 6 qui faisait une thrombose de stent. C'était incroyable. On revenait la nuit pour déboucher des artères qu'on avait débouchées le jour. Et donc, ça reste complémentaire. Au point qu'on a failli abandonner le stent à cette époque-là. Et ce qui a sauvé, c'est les antiplaquettaires, les nouveaux médicaments antiplaquettaires qui ont permis de fluidifier le sang et éviter que les stents se bouchent. Il y a quand même pas mal de progrès, non, sur les stents. Alors sur les stents, il y a eu des progrès à la fois sur les métaux. On utilisait de l'acier, maintenant on fait du chrome cobalt. Les stents sont même devenus des pansements, c'est-à-dire qu'ils libèrent des médicaments localement pour éviter en particulier la resténose dont on parlait il y a un instant. Et puis on a des stents de nature différente en fonction des lésions qu'on observe, et on peut choisir tel ou tel stent en fonction de ce qu'on a besoin de faire dans ces artères. Dont un nouveau stent quasi révolutionnaire, fabriqué, développé par la société Stentis, dont vous êtes conseil scientifique, c'est ça? Oui, j'essaye de les aider. C'est une société française. On a très peu de sociétés de matériel médical en France. Enfin, les 3/4 du marché, c'est des sociétés américaines, et souvent même avec des sous-traitances chinoises. Donc, on a beaucoup moins de sociétés en Europe. On en a très peu en France. Et là, ce stent a remis à niveau un concept ancien qui est de dire, on n'utilise plus de ballon pour expandre le stent. On utilise un métal qui s'auto-expand, qui est le nitinol, et on enlève le petit cache, et le stent s'auto-expand et va suivre la paroi de l'artère. Et les parois d'artère, elles vivent. Donc, à l'heure qu'il est là en train de discuter, on a peut-être une artère coronaire qui fait 3 mm, et puis quand on va se relaxer et boire un verre, elle va peut-être faire 4 mm. Avec les vieux stents, on a un diamètre donné, et le stent, il reste au diamètre donné. Là, le nouveau stent, il suit l'artère. Alors, parlez-nous de votre association Action Cœur. Il y a pas mal d'associations déjà, non, en cardiologie, dans la Fédération française de cardiologie. Oui, alors quelle est l'action, la fonction principale de votre... Alors nous, c'est une association de médecins, beaucoup de cardiologues interventionnels, mais pas seulement les cardiologues interventionnels. Il y a des méthodologistes, des statisticiens, d'autres spécialités qui sont représentées. On a un vrai réseau d'experts et de médecins, et le fait est que ce réseau fait la recherche, est un acteur de la recherche, bâtit les protocoles de recherche qui doivent répondre à des questions importantes pour les patients. C'est ça qu'on veut faire. C'est répondre à une question qui est très importante pour le traitement ou la prévention de la maladie du patient. Et donc, ces experts se mettent ensemble. On a un réseau de centaines de centres en France, et des réseaux même dans les pays européens, où on se met tous ensemble et on travaille à des coûts qui battent toute la concurrence, parce que ces gens travaillent de manière bénévole, et on essaye de répondre par des essais de recherche clinique à des questions importantes pour les patients. On se finance, et on fait parfois appel à la Fédération française de cardiologie, qui, elle, collecte des dons auprès du public en particulier, et les redistribue à des équipes de recherche. D'accord, donc vous êtes financé par... de l'argent public, qui peut être le ministère, qui peut être la Fédération française de cardiologie, et on les remercie en passant, et qui peut être des industriels qui sont intéressés par ce qu'on fait, industriels de la santé ou non. Ça peut être des industriels dans un autre domaine qui, par exemple, sur la femme âgée dont on parlait il y a un instant, trouvent que c'est un beau sujet qui mérite la générosité. Des dons privés aussi? On a des dons privés, absolument. Oui. Alors on peut citer donc votre site internet? Absolument. Donc c'est action-cœur. Vous tapez ça dans un moteur de recherche et on sort très rapidement. D'accord, mais c'est .org. C'est .org. Oui. D'accord. Donc action-cœur.org. Et avec ça, vous arrivez sur le site, vous verrez ce qu'on fait en pratique en termes de recherche clinique. Mais on est des vrais acteurs sur le terrain de la recherche clinique, puisque on voit les patients, on leur parle, on les recrute, on les suit, et on fait la recherche avec eux.
Bravo pour votre action. Gilles Montalesco, merci. On vous réinvitera pour reparler encore de cette magnifique association. Et on a un compte Twitter qu'on peut mentionner où tous les jours on met un petit message de 140 caractères de prévention. Et la prévention, c'est pas pour les patients seulement, c'est aussi pour tout le public. Et le tweet, c'est aussi Action Cœur.